En 2018, l'administration publique gabonaise comptait un peu plus de 110 000 agents pour une masse salariale estimée à un peu plus de 700 milliards de francs CFA. Cependant, le gouvernement a initié un recensement des agents publics. Quelles ont été les conclusions de ce recensement et quels sont les enjeux et les objectifs du nouvel audit de la fonction publique? La réponse dans une poignée de secondes avec mon invité. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Mon invité du jour est Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargée du dialogue social. Madame le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Alors, pour commencer, Madame le ministre, il y a eu un recensement en 2018. Peut-être nous parler déjà des conclusions de ce recensement des agents de l'État. Très bien, effectivement, il y a eu un recensement qui a été fait au sein de la fonction publique. Ce recensement était uniquement destiné à vérifier la position de poste, en situation de poste de l'agent. Donc c'était un recensement qui visait uniquement la question de savoir si l'agent était effectivement en poste et pour pouvoir être payé. Il est important pour tout le monde de savoir que la contrepartie qui est donné en salaire, c'est le travail. Vous travaillez, vous êtes en position de travail, vous avez le salaire. C'est cet objectif qui a été visé à l'époque, en 2018, et qui nous a permis en 6 mois de pouvoir effectivement englanger quelques effets positifs de cette situation de masse salariale, puisque bien évidemment nous avons observé que plusieurs agents n'ont pas pu récupérer leur bon de caisse. Qu'à cela ne tienne, les effets ont été relatifs parce que l'attestation de présence au poste dépendait du DCRH ou du secrétaire général. La fiabilité des données n'était pas forcément là et nous avons donc souhaité donner plus de fiabilité à cette démarche en initiant une nouvelle forme de recensement biométrique qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de fiabilité dans les résultats que nous avons pu déjà obtenir en 2018. Alors, Madame le ministre, avant d'arriver dans ce nouveau recensement, peut-être pour revenir un peu dans le dernier recensement, le président de la République a fait état de moins de 100 000 agents aujourd'hui, alors qu'en 2018, on comptait un peu plus. En termes de chiffres, qu'est-ce qu'on peut retenir? Peut-être un bilan un peu plus détaillé également. Écoutez, le chiffre de 100 000 en dessous de la barre est effectivement vrai. Il est important pour autant de distinguer les différents fichiers qui existent au niveau de la fonction publique. Nous avons le fichier de la fonction publique, qui est celui des fonctionnaires, des agents publics, et nous avons également le fichier de la solde. Le fichier de la solde, c'est celui qui paye, c'est celui qui donne le nombre d'agents qui sont payés par la solde. Alors, qui est considéré dans le fichier de la fonction publique et qui l'est pour le fichier de la solde? Tout le monde. La seule différence, c'est que vous pouvez être en situation de non-position sur de travail. Par exemple, vous avez été recensé en 2018, vous n'avez pas une position de prise de service, de position de présence sur votre poste. Vous êtes maintenu pour autant, tant que je ne vous ai pas radié ici à la fonction publique en tant que fonctionnaire, mais vous n'êtes plus payé par le fichier de la solde. D'accord. D'accord, vous voyez? Donc ça signifie que vous n'êtes plus compté dans les agents payés par la solde, mais, parce que votre situation est suspendue, mais vous êtes toujours fonctionnaire. Alors les moins de 100 000 fonctionnaires dont parlait le chef de l'État sont ceux du fichier de la solde finalement? Voilà. Au niveau des agents publics, effectivement, comme je vous ai exprimé tout à l'heure, le recensement de 2019 nous a permis de distinguer les agents qui n'étaient pas là, pour les raisons que nous ignorons, et la conséquence de ce recensement a été la suspension de leur droit à rémunération. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes bien obligé d'être présent pour être payé. C'est le principe. La contrepartie de votre présence au poste, c'est votre salaire. Vous n'êtes pas présent au poste, on vous supprime votre salaire. Mais alors, comment arriver finalement à arrimer ces deux fichiers, celui de la fonction publique et de la solde? Jusqu'à quand ces fonctionnaires, entre guillemets, absents à leur poste, pour ne pas dire fantômes, vont continuer d'exister quand même sur le fichier de la fonction publique? C'est de notre responsabilité. Il s'agit pour nous maintenant de mettre en œuvre les règles qui sont déjà prévues par la loi sur la fonction publique, quant par exemple à la situation d'abandon de poste. Nous allons les mettre en œuvre tout prochainement afin de pouvoir nous permettre effectivement d'assainir ces fichiers-là. Je reconnais que nous avons souhaité attendre la fin du prochain recensement dit biométrique
pour nous permettre effectivement de mieux cerner toute la problématique. Et lorsque vous savez que le prochain recensement démarre au mois de septembre, je pense que d'ici la fin de l'année, nous commencerons maintenant à assainir non seulement à travers le recensement biométrique, mais également les situations administratives qui ne doivent plus être dans l'administration. Si vous n'êtes pas là, il est tout à fait évident que nous puissions constater votre position d'abandon de poste, et c'est le cas, et c'est ce que nous allons faire. Mais pour être concret et pratique et mettre un cadre d'ensemble, nous avons estimé qu'il valait mieux attendre la fin du recensement biométrique qui va être lancé en septembre, comme je vous l'ai dit, et nous allons pouvoir traiter de manière beaucoup plus sûre, beaucoup plus qualitative ces situations-là et beaucoup plus équitablement. Alors le nouveau recensement, on va en parler, mais déjà le dernier recensement, on a parlé quand même d'une maîtrise, s'il faut le dire comme ça, de la masse salariale. En termes de chiffres, combien l'État a finalement gagné au terme de ce recensement? Écoutez, le recensement, comme je vous l'ai dit, les effets sont relatifs. On a eu des baisses, mais ce n'est pas significatif. À peu près 1000 et quelques agents qu'on a pu identifier comme étant... mais ça ne correspond pas à l'objectif que nous... Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le recensement biométrique était lié... Le recensement de 2018 était lié juste à la présence de poste, présence au poste. Et ça, c'était limité parce que vous aviez juste une attestation qui était... signé par votre N+1, le secrétaire général, et c'était tout. Donc, manuellement, ça laissait beaucoup de flexibilité, ce qui fait que la pertinence des données que nous avons n'était pas suffisamment forte. Mais il n'empêche que malgré tout ça, nous avons quand même eu un impact positif puisque nous avons une réduction de la masse salariale, mais pas suffisamment pour atteindre les ratios qu'il nous faut. Vous voyez? Donc, pour pouvoir être dans les ratios exigés, il nous fallait donc maintenant initier une opération plus juste, plus équitable, plus neutre. Mais alors parlez-nous de cette opération. Comment elle va se faire, ce recensement biométrique, comment se fera-t-il? C'est une opération qui se déroule en 3 phases. Alors la première phase que nous avons identifiée, c'est celle d'abord d'identifier qui est l'agent. Cette identification se fera à travers une fiche que nous avons établie avec l'appui des services de la Direction générale de la statistique pour avoir les données qualitatives de l'agent. Il s'agit de quelles données qualitatives s'agit-il? Il s'agit de savoir si cet agent, où il travaille, quelle catégorie il a, est-il en situation de poste, est-il en situation de mobilité, est-il malade, est-il en stage, est-il en détachement. Donc toutes ces données, nous les aurons parce que finalement, nous n'avions jamais abordé la masse salariale jusqu'à présent, et toujours, qu'à travers un chiffre. Nous, notre démarche inclut les hommes et les femmes qui sont derrière ce chiffre. Il est important de savoir que la masse salariale, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans notre administration. On ne peut pas simplement parler de la masse salariale sous le prisme budgétaire. Donc, la démarche de ce recensement biométrique va nous permettre déjà d'avoir ces données qualitatives, parce qu'il est bien plus important pour nous qu'à l'occasion de cette mission, nous allons pouvoir mieux gérer nos hommes et nos femmes. Une fois que c'est fait, l'agent se fera recenser biométriquement pour vérifier s'il existe. Et là, ce sera au niveau de son département ministériel? Sur chaque département. Alors, comment on va se déployer Nous avons donc travaillé avec l'ensemble des secrétaires généraux et des DCRH des ministères sectoriels, et on a identifié des sites. Je vous donne un exemple. Sur le site de la fonction publique du ministère que j'ai, il y aura un seul et unique site. Tout le monde se fera recenser au département ministériel, puisque j'ai le ministère du Travail, j'ai le ministère de la formation professionnelle. D'accord. Ils viendront ici, on mettra des machines ici, et puis le secrétaire général devra valider le rythme de passage par direction, par service. Et pendant une période dite de 15 jours, les agents viendront se faire recenser ici. Donc la méthodologie sera suivie par les secrétaires généraux et les DCRH qui seront là pour informer le personnel du rythme de passage. On dira par exemple, nous au niveau de la fonction publique, que les services de la Direction générale de la fonction publique, c'est de telle période à telle période, etc. Et puis vous avez par exemple le ministère de la Santé qui lui a des hôpitaux. Donc nous allons mettre les dispositifs de recensement à l'intérieur également des hôpitaux, mais également au ministère en lui-même. Ensuite, ça se fera de la même façon avec les établissements scolaires. On fera au ministère de l'Éducation nationale, mais on fera également dans les lycées et collèges pour ne pas
que le phénomène, pour le processus de biométrique justifie des absences. Et pour l'intérieur du pays? L'intérieur du pays, parce que l'avantage que nous avons, c'est que nous avons déployé le recensement sur l'ensemble du territoire, donc notre méthodologie intègre tous ces aspects-là. Nous avons privilégié les gouvernorats. Dans les tout prochains jours, je crois que la semaine prochaine, les équipes du ministère se déploieront dans les provinces pour rencontrer les gouverneurs et auprès des gouvernorats, on va recenser les directeurs provinciaux, parce que nous avons des correspondants déjà nous, au niveau de nos ministères qui s'appellent les DPRH, on va recenser tous les directeurs provinciaux avec les préfets qui seront amenés à venir dans le chef-lieu de capitale pour pouvoir avoir la déclinaison et le mode opératoire de l'opération de recensement biométrique. Parce que l'objectif et l'ambition du ministère, c'est d'avoir des résultats globaux sur l'ensemble du territoire au mois de décembre 2019. Alors, vous avez parlé des 2 premières étapes. Pour la troisième? La troisième, c'est l'analyse des données. Une fois que j'ai recensé avec la fiche statistique l'agent, une fois que je l'ai recensé biométriquement, je ne m'arrête pas là. Il faut que j'analyse sa situation. Et ça prendra combien de temps? Ça va être pas l'analyse, puisque ça prendra un peu plus de temps, mais je vous donnerai déjà les objectifs que nous avons visés. Au terme de cette analyse, on aura des agents en situation de poste. Je n'ai pas de problème. Il est en poste, il travaille. Oui. Au terme de cette année, j'ai un agent mais qui est fonctionnaire, mais qui n'a plus d'affectation. Je vois ce qu'on peut faire. Au terme de cette analyse, j'aurai des agents qui sont souffrants, qui sont malades. Qu'est-ce qu'il en est? Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, la situation de l'agent malade n'est pas organisée. Et vous savez pourquoi? Parce que le Conseil sur la santé n'est pas effectif. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre en œuvre ces outils pour pouvoir nous permettre d'examiner la situation de la prise en charge de cet agent qui est malade et qui est souffrant. Parce qu'il y a des règles qui prévoient que s'il est malade, au bout de 6 mois, etc., il est pris en charge. On a des règles. Mais ces règles ne sont pas mises en œuvre, ne sont pas effectives parce que nous n'avons pas mis en place les commissions, les comités, les organes. Par exemple, le Conseil de la santé n'est pas effectif parce qu'on n'a pas mis les acteurs. Et ce ne peut être que des médecins. Et les médecins en question vont travailler, ils font faire des enquêtes, mais c'est la Caisse des pensions et des retraites qui est l'organe. Dans le secteur privé, c'est la CNSS qui joue ce rôle d'enquête de la situation du malade et sa prise en charge dans la branche d'invalidité. Au niveau de la fonction publique, ce n'est pas effectif. Donc, toutes ces données vont être analysées pour pouvoir nous permettre de bien gérer nos agents. Parce que jusqu'à présent, il faut le reconnaître, ce n'est pas clair. Donc, l'intérêt de cette démarche, c'est de le faire de manière qualitative et pour autant dans le respect des données à caractère personnel. Parce que nous avons, pour valider cette opération, obtenu de la part de la Commission nationale des données à caractère personnel un avis favorable. Nous sommes garants. C'est pour ça que quand on évoque le problème de la publication de ces recensements, vous pensez bien que ce recensement va se faire dans le respect de la déontologie liée à le personnel. Alors, Madame le ministre, ce recensement va tomber en septembre, va débuter en septembre et c'est déjà la période de rentrée scolaire. Certains agents publics s'inquiètent parce que pour le dernier recensement, il y a beaucoup qui ont dû faire 2 à 3 mois pour récupérer leur bon de casse. Est-ce que vous rassurez par rapport à la démarche que vous allez emprunter? Oui, je rassure, parce que bien évidemment, on a tenu compte des erreurs du passé pour éviter et rectifier le futur. On a tenu compte de ça. On a besoin de fiabilité. On ne se précipite pas, mais les choses se feront de manière méthodique. On a quand même essayé d'être sensible à ces préoccupations de situations laissées pour compte. Non. Tout va être fait, on a participé, on a déjà lancé des communications très fortes avec les secrétaires généraux, les directeurs centraux des ressources humaines, les partenaires sociaux. Ils sont tous sensibles. La seule chose qu'ils avaient besoin de savoir, c'est à quelle date on commence ce recensement-là. Mais il faut avoir à l'esprit que cette réforme s'inscrit vraiment dans une démarche de bonne gouvernance, une démarche de réforme. Comme toute réforme, il y a des choix qui seront difficiles, mais nous sommes obligés, pour avoir une fonction publique performante, de passer par des situations d'analyse assez objectives, et nous en avons besoin.
Madame le ministre, il y a certains acteurs de la société civile qui décrivent quand même le coût de ces recensements-là. Ils disent qu'à l'heure où le gouvernement voudrait maîtriser la dépense publique, est-ce que ce ne serait pas un recensement de trop? Non, je ne dirais pas du tout que c'est un recensement de trop parce que si je vous donne un ordre d'idée, si nous réalisons un impact de 3% sur la masse salariale à travers ce recensement biométrique, l'État génère une économie de 19 milliards. D'accord. Donc je pense que ce sont des réformes qu'il faut engager. Il ne faut pas regarder parfois le prix de la réforme parce que ce prix n'a aucune équivalence avec le gain que nous pouvons réaliser au moment même où nous avons besoin de financement pour financer des projets prioritaires. Alors, à l'issue du dernier recensement, il y a eu des postes qui se sont libérés avec les fonctionnaires fantômes qu'on a pu débusquer. Est-ce que la fonction publique envisage, à court terme surtout, le recrutement, surtout pour les dossiers qui sont en cours de validation? Pour l'instant, nous sommes dans le gel des recrutements. Le gel des recrutements est une décision qui, encore une fois de plus, de bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que, tel que vous me posez la question, on est encore dans la logique de un fonctionnaire, un poste budgétaire. Nous voulons, au niveau du gouvernement et l'État, souhaitent mieux organiser les outils de la fonction publique, c'est-à-dire pouvoir permettre de recruter un jeune à partir d'une expression des besoins. C'est-à-dire qu'il faut qu'une fois qu'on vous a recruté, on puisse vous donner un poste. Il faut qu'il y ait d'abord donc une identification d'emploi, une poste, des tâches, et un lieu de travail. Est-ce que déjà... Donc cette démarche-là, c'est celle que nous allons initier parce que justement, ce sureffectif ou cette mauvaise gestion des ressources humaines est partie de là. Et nous allons, à travers cette décision de gel des recrutements, qui, je le rappelle, est temporaire, pouvoir mettre les bons outils pour pouvoir recruter. Vous me donnez l'opportunité de vous présenter un peu la procédure de recrutement. La procédure de recrutement est laquelle? Normalement, la nouvelle ou celle qu'on connaît actuellement? Celle qu'on connaît actuelle, pour laquelle on va entamer la réforme. Le ministre de la fonction publique est considéré dans la loi actuelle comme un peu le directeur de recrutement de l'ensemble. Ensuite, nous recevons donc ces CV-là, ces demandes, nous les analysons et en principe, je dis bien, ces dossiers sont transmis au ministère que nous estimons potentiellement susceptibles d'être intéressés par ce recrutement. Et une fois que le ministère utilisateur estime qu'il a besoin de tel ou tel profil, normalement, il doit nous renvoyer une fiche bleue signée qui va nous permettre, nous, ici, de lancer la procédure de recrutement. Et la procédure de recrutement, c'est la fiche bleue, mais pas que la fiche bleue. On va examiner les diplômes, etc., etc. Et ensuite transmettre ce dossier au niveau du ministère du Budget pour avoir le poste budgétaire. Nous n'avons pas souvent fait les choses comme ça. Nous souhaitons maintenant, au niveau du gouvernement, tel que le Premier ministre nous l'a demandé, notamment en ce qui nous concerne dans la feuille de route, mettre en place une procédure claire qui va partir d'une expression bien claire des besoins en ressources humaines pour nous permettre de recruter utilement. Je vous donnerai l'exemple des écoles. Nous avons gelé également les concours et l'entrée dans ces écoles-là parce que justement, lorsque vous envoyez des jeunes faire une formation, c'est que normalement le ministère utilisateur doit pouvoir absorber. Mais il y aurait des ministères qui auraient une dérogation actuellement, notamment ceux de l'éducation, de la santé. Non, ceux-là, ce sont les secteurs dans lesquels on a un véritable besoin. C'est-à-dire que nous avons un déficit en enseignants, nous avons un déficit en médecins. Malgré tout le nombre de dossiers qui, on va dire, il y a certains Gabonais depuis 2015 qui ont déposé des dossiers au ministère de l'Éducation nationale qui ne sont pas encore recrutés. Alors, comment ça se passe? Est-ce que l'État fait des recrutements directs sans penser à ces dossiers qui sont déjà posés là et qui attendent à la porte? Non, c'est pas comme ça que je le dirais. Au niveau de l'éducation nationale, nous avons par exemple les élèves, les enfants, les jeunes qui sortent des écoles spécialisées, l'ENI, enfin, à partir de cet instant, ils ont à la fin de leur sortie un diplôme d'éducateur, un diplôme d'enseignant, de professeur ou d'instituteur. D'accord? Et puis, vous avez les recrutements qui sont dits directs par le ministère lui-même, c'est-à-dire qu'il va recruter des personnels qui ne sont pas forcément dans l'esprit éducateur.
La démarche qui a été la nôtre aujourd'hui au niveau du gouvernement a été celle de mettre en place une commission de travail pour recruter spécifiquement dans ces 3 secteurs-là les métiers de ces corps-là. Par conséquent, les régularisations des pré-salaires ne concernent à ce jour que les éducateurs, c'est-à-dire ceux qui sont sortis des écoles. Ils ont été privilégiés. Parce que le fait d'être sorti de l'école vous donnait quand même l'avantage d'être dans le métier. Mais quid des autres dossiers, Madame le ministre? Ils doivent continuer d'attendre? Mais je vous donne un exemple. Dans le secteur de l'éducation nationale, justement, dans la fameuse population, nous avons fait un audit interne. Cet audit interne des dossiers a révélé que nous avions 200 qui n'étaient pas éducateurs. Donc, l'équité a recommandé qu'on ne régularise la situation de pré-salaire de ceux qui sont vraiment éducateurs. Et l'ensemble de ces dossiers, nous avons régularisé au niveau de l'éducation nationale 1560 dossiers qui ont été transmis au ministre de l'Éducation nationale pour les fiches bleues et qui vont être transmis au niveau du ministère du budget pour l'affectation des postes budgétaires. Avant de clore cette première partie, Madame le ministre, peut-être l'occasion de définir également quelle est la durée pour réglementer la situation d'un agent public, pour passer de pré-salaire à salaire. Bon, déjà, la situation de pré-salaire, c'était une situation un peu particulière. C'est-à-dire que l'administration avait besoin d'agents. On a créé un poste d'attente en attendant de régulariser parce que, bien évidemment, on était toujours dans cette démarche de recherche de postes budgétaires. Donc aujourd'hui, on a décidé de laisser de mettre un peu plus de méthode là-dedans. On régularise tous ceux qui sont en pré-salaire, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà en situation de travail, mais qui sont à moitié payés et qui n'ont pas tout à fait le statut de fonctionnaire, mais pour lesquels ils ont pourtant qui travaillent, on les régularise. Parce que dans le volet de la régularisation, il y a plusieurs situations. Vous avez celui qui était en pré-salaire, qui avait une situation un peu... On aura certainement l'occasion de revenir sur toutes ces situations de pré-salaire et de salaire, Madame le ministre. Le temps pour nous d'observer une courte pause. On se retrouve juste derrière. Deuxième partie de votre émission Décryptage sur les innovations à la fonction publique. Comme invité de ce jour, Madeleine Baird, ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle chargée du dialogue social. Madame le ministre, peut-être pour commencer cette deuxième partie de l'émission, revenir un peu sur la régularisation de certains agents de l'État. Comment ça se passe? Quelle est la durée pour passer d'une phase à une autre dans le circuit de la fonction publique, de pré-salaire à salaire? Il y a des secteurs que le gouvernement a jugés prioritaires. Pourquoi ces secteurs-là? Alors, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, avait instruit de manière ferme la méthode de régularisation. Puisque, bien évidemment, au moment où nous sortons de la task force en 2018, un des points phares était la masse salariale. Mais il fallait trouver des exceptions à certains secteurs prioritaires, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la santé. Mais ces exceptions ne concernaient, tel que le chef de l'État le souhaitait, uniquement que les métiers spécifiques de ces départements ministériels. C'est-à-dire, Madame la ministre? Pour l'éducation nationale, c'est les instituteurs et les enseignants de collège et de lycée. Pour la santé, ce sont les médecins et les infirmiers. Pour l'enseignement supérieur, ce sont les enseignants. Parce que nous avons un déficit. Et comme c'était prioritaire, on ne pouvait pas geler. Alors, il se trouve que dans ces 3 domaines de compétences, dans ces 3 départements, il y avait des situations de pré-salaire. Ces situations de pré-salaire étaient des situations, comme vous le savez, à peu près exceptionnelles, parce qu'on vous utilise en attendant de vous faire un poste budgétaire en conformité avec votre situation. Vu l'urgence, vu la sensibilité, nous avons effectivement entamé dans un premier temps, conformément à la décision du Conseil des ministres du 29 mars 2019, la régularisation des situations de pré-salaire. C'est un début, c'est une méthode. Au sein de l'Éducation nationale, nous avons eu à régulariser en pré-salaire 1560 dossiers. La méthode a été d'identifier qui étaient les instituteurs
qui étaient les enseignants, où travaillent-ils, parce qu'il y a eu quand même une vérification de présence de postes et d'effectivité d'emploi avant de régulariser. À ce jour, 1560 sont en cours de régularisation. Les dossiers sont déjà adressés au ministère de l'Éducation nationale et normalement, en principe, ils devraient pouvoir avoir leur situation de salaire d'ici la fin du mois d'août ou septembre, selon la célérité avec laquelle le ministère du Budget va examiner ces dossiers. Ensuite, au niveau de la santé, il était pour nous question de régulariser également les situations de médecins, parce que nos hôpitaux ont des besoins. Donc, sur ce volet-là, on a fait la régularisation de 236 agents qui vont effectivement avoir. Ensuite, nous avons eu l'enseignement supérieur avec 168 dossiers que nous sommes en train de traiter. Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne fallait pas considérer également les dossiers des agents ou du moins des demandeurs d'emploi à la fonction publique qui sont issus d'écoles spécialisées? Justement, je vous donne l'exemple, par exemple, au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale, nous avons intégré la régularisation des situations des enseignants qui sont sortis, des éducateurs qui sont sortis des écoles, parce qu'il y a un besoin. Le ministre de l'Éducation nationale a exprimé des besoins et il a effectivement besoin d'enseignants. Je vous donne l'exemple au niveau de la formation professionnelle. Il va de soi qu'il est évident qu'avec le grand programme de construction de centres de formation professionnelle et les extensions, nous avons un gros besoin d'enseignants dans ce domaine-là. Ça veut dire que la régularisation en termes de recrutement, peut-être parler ainsi, va se poursuivre? Elle se poursuivra de toute façon. Là, nous avons un gel des recrutements pour les fonctions dites administratives. Par exemple, vous pouvez être de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la santé. Si vous êtes dans un poste administratif, vous n'avez pas actuellement la possibilité de régulariser. Parce que nous attendons d'abord de faire le point sur l'ensemble des situations. Mais il y a également des dossiers, des personnes issues des écoles spécialisées comme l'école des eaux et forêts, par exemple. Ils ne sont pas pris en compte. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a décidé de commencer à travailler sur ces 3 secteurs prioritaires. Vous savez, le problème de notre pays, c'est que nous avons formé sans être sûrs de l'employabilité des jeunes que nous avons envoyés à l'école. Et malheureusement, comme ce sont des entrées des écoles de l'État, vous y entrez par voie de concours, à la fin du jour, une fois que vous avez votre diplôme, vous êtes supposé entrer dans le corps du ministère. Mais nous avons recruté, nous avons lancé les concours sans nous rechercher si ces jeunes avaient une perspective d'emploi dans le secteur. C'est la raison pour laquelle, à côté du gel des recrutements, nous avons le gel des concours. Est-ce qu'à partir de cette période-là de gel de recrutement et des concours, l'État pourra faire une sorte de cartographie de l'emploi? C'est l'objectif, justement. C'est d'ailleurs à travers cette mission, cet objectif de recensement public qui va nous permettre d'avoir une belle lisibilité des agents. Et puis, nous allons aller vers la réforme, telle que le chef de l'État souhaite, qui souhaite vraiment que chaque ministère soit maintenant responsabilisé. Parce qu'au final, nous avons recruté en ayant juste le souci de donner un poste budgétaire, mais pas forcément de donner à ce jeune un emploi, un poste, un travail. Et c'est là l'enjeu de la réforme que nous allons initier. Il ne sera plus question pour nous de recruter sans avoir la certitude de ce que nous voulons faire. Et aujourd'hui, un des objectifs de réforme du ministère, c'est justement de mettre en œuvre et de manière évidente les procédures, parce que c'est assez flou. Il faut mettre les procédures, elles seront numérisées, on va dématérialiser la fiche bleue, on va responsabiliser nos agents gestionnaires des ressources humaines, on va améliorer le niveau et la qualité des DCRH qui devra avoir plus de présence, parce que si vous responsabilisez les ministères, je vous donne un exemple, moi je fais toujours cette image, vous avez la fonction publique qui est une sorte de groupe maison mère, et puis vous avez les filiales qui sont les ministères. Mais si vous voulez responsabiliser les ministères, il faut que vous puissiez leur donner à la fois un manuel de procédure qui acte de façon claire et uniforme et harmoniser les procédures qui seront applicables dans chaque département ministériel en conformité avec les lois, et vous mettez au sein de ces ministères également des personnes capables de gérer les ressources humaines du ministère. À partir de cet instant, il y aura donc une meilleure gestion des ressources humaines pour ne plus engorger la fonction publique dans sa mission de recrutement. Et c'est cet objectif de performance que nous voulons atteindre, qui est l'objectif qui nous a été assigné par le chef de l'État et le Premier ministre, c'est d'arriver à la performance de l'administration. Mais pour arriver à la performance, il faut savoir
qui je recrute. Oui. Or, aujourd'hui, notre démarche jusqu'à présent a été toujours de recruter comme ça. C'est-à-dire qu'il faut donner un poste budgétaire. Mais une fois que vous avez le poste budgétaire, vous allez travailler où? Donc cette démarche va être rectifiée parce que nous souhaitons maintenant avoir vraiment un suivi qualitatif des ressources humaines de la fonction publique. Alors Madame le ministre, est-ce dire que finalement tous ces jeunes, issus par exemple de l'université Omar Bongo qui a plusieurs séries littéraires, sont finalement abandonnés à eux-mêmes, que l'État ne tiendra plus compte de ces filières-là pour le recrutement? C'est pas ça, je pense qu'on va plutôt dire qu'on va essayer de redéfinir les curricula de ces universités-là. À partir de quand? Ben, c'est justement l'enjeu de la réforme. Vous êtes bien informé de ce que nous avons initié, de grandes réformes dans l'enseignement supérieur et au niveau de la formation professionnelle, parce qu'il est important pour nous de corréler maintenant un peu les formations avec les besoins du marché de l'emploi. Mais alors, puisque vous parlez de formation professionnelle, quels sont les secteurs prioritaires déjà vers lesquels les jeunes devraient se tourner aujourd'hui? Et est-ce que l'État dispose de centres suffisants pour accueillir ces jeunes-là? Donc pour l'instant, je vais quand même vous annoncer que le ministère de la formation professionnelle a 166 milliards de fonds disponibles qui sont des ressources liées aux emprunts et au soutien de nos bailleurs de fonds, Banque mondiale, Banque africaine de développement et la société Exim Bank de Chine qui nous assistent dans la construction. Le projet est ambitieux. Nous avons donc 6 centres de formation en construction. Dans les 6, nous avons celui du centre d'Akanda qui a été un don de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mais est-ce que ce centre n'est pas déjà terminé? Il est terminé. Nous sommes en train de définir les curricula et d'envisager la rentrée dans les prochains jours. Donc l'année académique 2019-2020? C'est l'enjeu. Nous sommes justement, parce que comme ce sont des formations professionnelles dans le domaine du transport et de la logistique. De la logistique, oui. Mais un des enjeux de la réforme de la formation professionnelle est que les centres de formation professionnelle devront à la fois avoir les pré-bac, c'est-à-dire les formations qui peuvent être offertes à des niveaux de CM2, des niveaux de 3e, etc., ou de terminale ou de première, mais également à des niveaux post-bac, c'est-à-dire qu'il est important pour nous de donner également ce curricula des DTS, des diplômes techniques supérieurs, pour pouvoir encadrer. Et c'est tout l'enjeu de la formation, de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous avons la responsabilité de donner de l'emploi à nos jeunes. Donner de l'emploi à un jeune, ce n'est pas une démarche unilatérale. Donc nous allons complètement changer de prisme puisque nous allons intégrer le secteur privé dans la définition des curricula. Dans les tout prochains jours, nous réunirons les entreprises du secteur privé, secteur par secteur, BTP, forêt, agriculture, afin qu'ensemble nous puissions redéfinir les curricula et qu'ils nous aident finalement à gérer ces centres-là. Parce que nous, l'État, notre responsabilité est de créer les structures. Mais une fois que vous avez créé les structures, une fois que vous avez mis les curricula, il faut que les curricula correspondent aux besoins de notre marché. C'est la démarche que nous entamons dans les prochains jours. Et nous souhaitons maintenant que les partenaires du secteur privé intègrent la gouvernance de ces centres-là. Je vous donne un exemple, le centre de formation professionnelle d'Akanda devra nécessairement être confié en partenariat au secteur du transport et de la logistique. Il doit d'ailleurs accueillir combien de personnes? Nous avons aujourd'hui une capacité de 560, mais nous pouvons l'étendre à 1000. Est-ce que c'est sur voie de concours ou bien juste dépôt de dossier? Bon, pour l'instant, nous sommes déjà en train de définir les curricula. Comme je vous ai expliqué, nous avons des formations qui seront à un niveau inférieur à bac, et puis nous avons le post-bac. Une des filières qui reste possible à compléter dans ce centre reste l'hôtellerie et la restauration, qui est quand même possible et qui correspond au 3e niveau de recrutement dans notre pays, spécialiser un peu nos jeunes dans les métiers de ces départements. Et l'autre enjeu, c'est de répondre aux besoins prioritaires de notre marché de l'emploi. Donc vous avez le secteur agricole, vous avez le secteur de la transformation du bois, qui sont des secteurs qui embauchent beaucoup. Alors pour ces jeunes-là qui veulent rentrer dans ces secteurs-là, qui sont désireux d'intégrer ces secteurs-là, comment ils font pour cette rentrée académique 2019-2020? C'est vrai que les plateaux ne sont pas disponibles actuellement, mais ils sont en construction. Nous avons un plateau en construction à Hancock, qui va être livré au mois de mars 2020, une capacité de 1000 places. C'est un centre multisectoriel et qui va nous permettre d'absorber nos jeunes à partir de la rentrée académique 2020-2021. Ce même centre, vous avez donc 3 centres qui sont financés par le financement de la Banque Chine, Exim Bank. Vous avez donc un centre à Libreville, à l'estuaire à Hancock,
vous avez le même centre à Franceville et vous avez le même centre à Port-Gentil. Pourquoi? Ça signifie que nos jeunes de Logoué-Lolo et de Logoué-Lolo notamment pourront partir à Franceville pour être formés, ou ceux de Makoukou. Mais ceux de Fougamou, par exemple, dans le sud du Gabon, dans l'Angounier, comment ils font? Il n'y a pas de centre à Mouila? Mais ils iront à Port-Gentil parce que les centres intègrent des internats. Nous avons intégré, par exemple, sur le centre de Gon, nous avons 600 places, 300 pour les filles, 300 pour les garçons. Donc tout a été prévu pour permettre justement la mobilité de ces jeunes-là. Ce n'est pas la peine de multiplier des centres dans tous les pays, dans tout l'intérieur du pays, mais si vous avez trois, ceux de Fougamou et de Mouila, vous pourront venir à Lambaréné, de Lambaréné, ceux de Ndjolé viennent et qui prennent le bateau pour aller à Port-Gentil. Et à l'intérieur du centre, il y a des internats. Donc, je pense que tout a été fait pour ça. Nous allons effectivement refaire les 9 centres de formation professionnelle vont être réhabilités avec l'appui de la Banque africaine de développement. Nous allons également... C'est pour cette année? En tout cas, nous démarrons la réhabilitation dans l'urgence. Et nous avons également les 13 lycées techniques professionnels qui seront réhabilités. Notre ambition, c'est de vraiment corréler les offres de formation avec le marché de l'emploi pour éviter justement... Donc, on va effectivement aller dans la réforme au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur et au niveau de la formation professionnelle. C'est 3 axes qui travaillent ensemble. On parle de tous ces centres, on parle de cette réforme qui est importante, mais il y a la ressource humaine qui est la plus importante. Comment vous faites pour intéresser, vous, les jeunes aux métiers agricoles? Par exemple, un jeune qui a été habitué à avoir un père diplomate, une maman journaliste, comment aujourd'hui il devrait apprendre le fait qu'il devrait s'intéresser au métier de l'agriculture? Vous avez déjà les vacances agricoles que le ministre bien dit a lancées. C'est quelque chose de génial parce que le jeune, dès le plus jeune âge, il est déjà habitué au plaisir de la récolte, au plaisir du planting. Donc, c'est ça. Là, cette année, avec la formation professionnelle dans le domaine agricole, nous avons, avec le ministre de l'Agriculture, initié une formation in situ dans la société SIAT. Parce que, en tant que ministre du Travail, nous avons observé que nous délivrions des autorisations de travail pour des seniors. Et en interpellant mon collègue, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver une solution. Donc pour la première fois, cette rentrée académique va avoir une innovation puisque nous avons une cible de 300 à 200 jeunes qui seront formés au sein de la société SIAT pendant 1 an. Nous aurons donc un module de formation de 3 mois théorique et un module de formation de 9 mois pratique. Alors, les métiers qui seront enseignés ne sont pas uniquement seniors, mais nous avons intégré dans cette formation celle de pépiniériste parce que nous encourageons également les jeunes à aimer la culture maraîchère parce qu'il faut inonder le marché de ces produits-là. Les radis ou la salade ou la tomate ou les carottes sont des produits que nous importons aujourd'hui au niveau du Cameroun. Donc, c'est important d'intéresser. Donc, déjà là, l'année prochaine, à la fin de l'année, nous aurons déjà 200 jeunes ou 300 selon le nombre qui sera inscrit, qui pourront embrasser ces métiers de techniciens agricoles qui sont sollicités dans ces secteurs-là. Et l'avantage que nous avons, c'est que la formation se place au sein de la société qui les héberge et qui les accompagne. Donc nous, nos instructeurs, iront sur place pour délivrer la formation théorique et la formation pratique sera donnée avec l'appui des ingénieurs agronomes du ministère et des experts de la société. Vous voyez qu'il faut que nous allions de plus en plus dans ce type d'innovation parce que c'est là où il y a l'emploi. Et un senior, vous savez combien il gagne quand la saison est haute? 350 000. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Donc, vous voyez par exemple, nous avons des jeunes que nous avons identifiés au niveau de Congo également qui s'adonnent à la culture de la canne à sucre. Parce que, bien évidemment, le vin de palme ou Sungu, ça fait... donc, il faut encourager, donner de la valeur ajoutée à ces métiers. Donner de la valeur ajoutée parce que tu peux bien gagner ta vie en étant agriculteur, en gagnant ta vie. Mais ce sont des domaines qui étaient inexplorés parce que tout le monde est toujours convaincu que la fonction publique est le réceptacle de l'emploi. Mais malheureusement, la fonction publique, ça reste administratif. Donc, on va effectivement changer et je pense que la redéfinition des curricula de nos universités est en cours parce qu'il est important déjà, même au niveau de l'enseignement général,
qu'on ait moins de bac A et de bac L Par ou exemple, de bac... Oui. on espère que ça va commencer dès la rentrée académique 2019-2020. Mais on aura toujours besoin de tout ça. Il faut trouver un juste équilibre pour que nous puissions effectivement avoir un peu de tout. Mais l'enjeu de notre pays aujourd'hui est d'encourager vraiment les métiers techniques. Parce que cet enseignement technique, il manque. On a besoin, par exemple, de conducteurs d'engins, on a besoin de logisticiens, on a besoin de superviseurs d'usines. Et je peux vous assurer que quand on délivre les autorisations d'emploi, notamment dans la zone économique d'un coq ou bien dans le domaine agricole ou dans les chantiers forestiers, ce sont des métiers vraiment importants qui ne sont pas captés par les nationaux. Je vous donnerai l'exemple de l'enjeu de la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que soit on a des diplômes, mais on n'a pas suffisamment d'espace de reconversion parce que donc nous avons dans le cadre de la réforme du Code du travail que nous avons lancé tout récemment, intégré justement des possibilités d'immersion professionnelle qui vont permettre aux jeunes, quel que soit son âge, dans le cadre de la pouvoir embrasser, découvrir un environnement professionnel, découvrir un nouveau métier. Et à partir du moment où vous avez Bac plus 5, ou Bac plus 4, ou Bac plus 3, vous avez déjà ce niveau d'adaptabilité. Vous aurez donc la possibilité de pouvoir. Il a été important pour nous de créer ces cadres qui n'existent pas jusqu'à présent. Mais nous avons déjà le contrat d'apprentissage jeunesse, nous avons avec l'Office national de l'emploi. Et ces outils-là, nous les améliorons. D'ailleurs, je vais rebondir sur la restructuration de l'Office national de l'emploi, qui est un enjeu important. Il est important pour nous de restructurer l'Office national de l'emploi, déjà pour avoir une lisibilité précise sur la cartographie de ceux qui recherchent de l'emploi. Vous avez ceux qui sont diplômés, vous avez ceux qui ne sont pas diplômés, vous avez ceux qui sont en décrochage scolaire. Donc il est important pour nous d'intégrer l'importance de la reconversion professionnelle. Alors Madame le ministre, puisque vous êtes également patronne du ministère du Travail, parlez-nous un peu de ce nouveau Code du travail. Vous avez discuté avec les partenaires sociaux. Quelles sont les avancées significatives de ce nouveau texte? Ce nouveau texte, il est beaucoup plus complet. Notamment, je vous donnerai un exemple immédiat, dans les nombres de contrats de travail, nous avons intégré le contrat de travail à temps partiel, le contrat de travail intermittent, le contrat de travail saisonnier. Nous avons intégré des modes d'employabilité très souples, nous avons amélioré le cadre de l'apprentissage, nous avons intégré des contrats d'insertion professionnelle, d'immersion, d'adaptation professionnelle. Nous avons assoupli certaines règles, nous avons simplifié certains aspects. Nous avons, par exemple, amélioré la notion de congé technique. Beaucoup de personnes pensent que le congé technique est une procédure qui demande une enquête par l'inspection du travail, alors qu'il s'agissait d'un avis. On nous a dit, mais est-ce que cet avis est pertinent? Donc nous avons finalement limité ce congé à une simple notification parce que la responsabilité de l'entreprise... Enfin, on a essayé au maxima de simplifier l'intervention de l'inspection du travail pour favoriser justement la flexibilité, tout en maintenant la régulation de la relation de travail, mais on a essayé de simplifier les choses. Alors la condition du travailleur, j'y arrive, est quand même quelque chose qui est au centre de toutes les préoccupations du Code du travail, notamment au Gabon, dans certaines entreprises. À certains endroits, il y a certains employeurs qui se plaignent encore des conditions de sécurité des employés, par exemple pas toujours respectées, du nombre d'horaires qui est parfois dépassé, mais qui n'est pas rémunéré à la fin du mois. Que propose le nouveau Code face à ces dérives? Est-ce que finalement le travailleur est plus soutenu par le nouveau texte qu'il ne semblait être lésé? Non, le nouveau texte, l'ancien texte prévoyait déjà ces dispositifs. C'est simplement la mise en œuvre. Donc notre enjeu, c'est de restructurer effectivement le service de la Direction générale de sécurité et de santé, leur donner les moyens de se déployer sur le terrain, d'avoir des esprits pédagogiques. Nous avons déjà démarré des séances de sensibilisation. Donc, on est plus dans la démarche pédagogique de sensibilisation parce que vous savez, des investisseurs, quand ils arrivent, ils sont étrangers.
ils ne parlent pas notre langue, ils n'ont pas la même sociologie. Je vous donnerai la conception de le code du travail dans le système anglo-saxon qui est complètement... qui n'a rien à voir avec notre conception. Donc, il y a cette démarche pédagogique que nous avons intégrée et nos équipes actuellement se déploient dans une démarche de sensibilisation pour informer. Et puis, on fait traduire en anglais, on fait traduire en chinois parce qu'on a besoin d'interpeller tout ça. Mais cela ne s'arrête pas que là. Nous avons également la responsabilité d'encadrer l'informel. L'informel, vous le retrouvez dans les journaliers ou dans les hebdomadaires. Nous avons prévu dans le code, justement, des solutions pour mieux encadrer ces emplois-là. Parce que ces emplois-là échappent justement à la lecture des chiffres réels et concrets du chômage ou de l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup d'informels dans nos marchés. On a suivi vos discussions avec les partenaires sociaux, mais il y a certains quand même qui ont boudé ces travaux, notamment les partenaires de la COSIGA. Pourquoi ça a bloqué? À quel niveau exactement, Madame la Ministre? Parce que mes partenaires pensaient qu'on avait fait une refonte de ce code. Ce code, ça fait des années qu'il est en examen. Notre mission a été simplement de l'extirper et de le remettre à la disposition des partenaires en indiquant la nécessité de regarder les nouvelles formes contractuelles que nous avions créées, notamment pour garantir une certaine employabilité de nos jeunes au niveau des contrats d'insertion professionnelle, des contrats d'adaptation professionnelle, des contrats d'apprentissage. Mais à la fin du jour, lorsque nous nous sommes retrouvés, ils ont bien compris. On va terminer, Madame le Ministre, avec une question sur le dialogue social. À quel niveau se situe-t-il, puisqu'il est une priorité pour le gouvernement du Premier ministre Julien Kogué-Bekale? Et on a vu qu'au niveau de l'université Omar Bongo, je la cite un peu souvent, l'année académique ne s'était pas achevée comme il se doit. Il y a des enseignants qui étaient en mouvement de grève. Est-ce que, à votre niveau, vous avez prévu faire un dialogue social avec ces enseignants de l'université Omar Bongo? Alors, l'un des objectifs, avant de répondre à cette question que le Premier ministre nous avait instruit, c'était de mettre en place les outils pour initier ce dialogue. On est parti du constat de ce qu'il n'y avait pas d'instance qui privilégiait au niveau de l'administration centrale le dialogue avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Par exemple, dans le secteur privé, vous avez un texte qui régule les relations et qui prévoit que le délégué du personnel a un contact avec le responsable de l'entreprise. Ce cadre-là n'existe pas. Donc, notre réflexion a été de mettre en place d'abord la réflexion pour intégrer dans la réforme de la fonction publique, puisque nous sommes en train de mettre les termes de référence sur les réformes de la loi 891 et la loi 388 sur les agents contractuels, pour essayer de voir comment nous pouvons intégrer le dialogue permanent. C'est-à-dire faire en sorte qu'une fois par mois ou une fois par trimestre, le secrétaire général ou le DCRH puisse rencontrer les partenaires sociaux et que le ministre puisse également avoir un espace de discussion. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas organisé. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose que nous faisons, c'est que quand nous avons des situations de blocage, de discussion, mes collègues, normalement, initient le dialogue avec leurs partenaires sociaux. C'est ce qui se passe actuellement. Et moi, je peux intervenir... comme par exemple, ça a été le cas pour le pétrole. Voilà, avec le ministre Mbumba, nous avons travaillé ensemble parce que je participe. Il m'arrive des fois d'appeler mes collègues pour savoir comment ça se passe avec tel syndicat, comment ça se passe, et nous discutons ensemble. Mais l'objectif du Premier ministre était que chaque ministre dialogue. Parce que finalement, nous ne communiquons pas assez sur la portée de nos réformes. Nous ne communiquons pas. Et c'est cette mauvaise information qui est à l'origine des dérapages que nous rencontrons à travers les grèves ou les menaces de grève. Merci à vous, Madame le Ministre, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes Madeleine Baird, Ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail, de la Formation professionnelle, chargée du dialogue social au niveau du Gabon. Merci à vous, chers téléspectateurs. Décryptage, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous le dis donc à très vite sur Gabon 24.